Bonsoir à tous. Je suis Ghislain Dongo. Je suis le modérateur de cette activité. Aujourd'hui, nous avons pour gageure de parler de nutrition. Comment est-ce que nous allons alimenter notre corps? Comment est-ce que nous devons nous nourrir pour éviter les maladies? Et pour cette brillante masterclass, nous avons trouvé une personnalité dans le domaine de la nutrition pour venir s'entretenir avec nous. C'est une dame qui a fait ses pas à l'école, qui a appris la nutrition humaine et la diététique à l'université Nangui à Bourgois. C'est une université publique de Côte d'Ivoire. Elle a obtenu son master en nutrition. Aujourd'hui, elle exerce en tant que nutritionniste et diététicienne au cabinet médical Ed Lona. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle intervient également dans la lutte contre certaines maladies métaboliques, notamment l'hypertension artérielle et le diabète. Je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir notre nutritionniste, Madame Adjassi Hortense, pour s'entretenir avec nous sur 40 minutes. On reviendra après à elle pour les questions et réponses. Si vous avez donc des questions, vous pouvez les noter dans le chat ou les noter à côté pour qu'on puisse les prendre. Madame Adjassi Hortense, vous avez la parole. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suppose que les micros ne sont pas activés et je sais que Oui, vous répondez bonsoir. de tout cœur. Voilà, bonsoir monsieur, Bonsoir, bonsoir docteur. mesdames. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez tous bien et c'est un Oui, très bien. peu super d'échanger avec vous. J'ai vu dans les messages comme monsieur Dongo l'a demandé de signifier votre pays d'origine et tout ça, pour être beaucoup plus à l'aise dans les exemples, dans les orientations à donner par rapport aux mets, parce que l'alimentation varie hein, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre. Donc, on doit tenir compte de tous ces facteurs-là. Alors, merci vraiment de rester à l'écoute et de m'accueillir. Sans plus tarder, Monsieur Dongo, avec votre permission, Oui, est-ce qu'on peut passer directement à la présentation? plus. Oui, allez-y. Alors, je voudrais souligner que concernant l'alimentation, il y a tellement de mets, il y a tellement de choses à aborder que très souvent, c'est vraiment difficile de parler de tout et de tout. Donc, je compte sur vous, par vos questions, par les questions que vous allez poser pour être beaucoup plus plausible dans la présentation. Alors, je pense qu'il y a une erreur au niveau de la date. Comme le thème qui nous rassemble, c'est l'alimentation intelligente. J'espère que mon micro y passe bien. Oui, il passe super bien. Super. Alors, alimentation intelligente. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que ce qu'on recherche à la base, c'est les bonnes pratiques nutritionnelles qui vont permettre de préserver la santé ou d'avoir la santé pour les personnes qui sont malades. Donc, Monsieur Dongo m'a déjà présenté. Je suis Mademoiselle Adjassi, nutritionniste diététicienne. J'interviens au niveau de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et aussi au niveau du réseau ivoirien de nutrition dont j'en fais partie. Je suis aussi au niveau du CNP-TIR, donc le Centre national de transfusion et puis de l'insuffisance rénale au niveau de Yamoussoukro et puis de Abidjan au CHU. J'accompagne toutes ces personnes-là qui ont une insuffisance rénale. Mais en général, c'est globalement tout ce qui est maladie métabolique.
On entend par là tout ce qui est obésité, diabète, hypertension, problème de foie, donc le foie gras. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation intervient à tous les niveaux de la santé. Donc, c'est très important de connaître au moins un nutritionniste ou de consulter un nutritionniste au moins une fois dans sa vie. Alors, sans plus tarder, c'est quoi l'alimentation intelligente en fait? Parce que c'est le thème qui nous rassemble et ça a été pris de façon intelligente naturellement pour dire que c'est important de faire de bons choix. Donc l'alimentation intelligente, c'est de faire de bons choix alimentaires, quelque chose qui est réfléchi, qui permet de nourrir le corps et le cerveau, donc tout l'organisme en quelque sorte. Et cette alimentation est censée nous faire du bien, ne pas censée nous faire du mal, que ce soit immédiat ou à long terme. Alors, les objectifs aujourd'hui, nos objectifs, c'est de comprendre le lien direct qu'il y a entre ce qu'on mange et la santé. Donc, ce que vous mangez régulièrement et la santé, et votre santé. Découvrir aussi les principes d'une alimentation qui renforce notre organisme, qui renforce notre corps. Et apprendre les stratégies simples. Je dis vraiment simples parce que c'est des petites choses que nous faisons au quotidien qui pourront modifier ou améliorer notre état de santé. Donc, apprendre des stratégies simples pour prévenir les maladies grâce à notre alimentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation, bien évidemment, contribue à un bon état de santé. Donc, manger intelligemment, c'est manger sain et équilibré. Cela signifie que l'on doit manger de tout. Je dis bien, on peut manger de tout, mais pas en quantité égale, parce que chaque groupe d'aliments a un rôle bien défini pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, on a une diversité d'aliments. Donc, on peut manger tout ça, mais il faut faire attention à chaque groupe d'aliments. Alors, on ne peut pas parler de groupe d'aliments sans les présenter. On a 7 groupes d'aliments selon la classification scientifique qui est définie. On parle d'une pyramide alimentaire qui est très large par le bas et qui s'affine au fur et à mesure. Alors, on peut voir que au bas de la pyramide, c'est les boissons. Ce qu'on recommande, si vous lisez bien, c'est de l'eau à volonté. Je ne sais pas si de, les mouvements Oui, les de mouvements sont... l'écran sont assez visibles. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. on vous reçoit bien. Les C'est mouvements sont... OK, parfait chez moi, hein. OK. Alors, donc, vous voyez bien que il faut de l'eau à volonté. Et on met ici 1,5 litres par jour. Ça, c'est le minimum. Alors, un peu plus loin, je vais vous donner les détails de la quantité d'eau qu'il faut régulièrement pour une personne en fonction de. Donc, on verra ça plus loin. Ce qu'il faut, c'est de l'eau. Vous voyez que même la boisson, c'est marqué 0 à 2 verres par jour. On a cette habitude-là de dire, oui, je peux prendre un verre de vin à table, comme si c'était une obligation. Non, ce n'est pas obligé. On peut se passer. Parce que c'est vrai que les raisins nous apportent des polyphénols, des éléments qui sont très bons pour le cœur et pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais il ne faut pas oublier que ça a été quelque chose de travaillé et qui a débouché à de l'alcool. Donc, l'alcool qui a une énergie assez importante. Donc, il faut faire attention à la consommation. Si on peut s'en passer, on s'en passe. On n'est pas, on n'est pas obligé de boire ou de prendre du vin à table régulièrement. Après les boissons, on va passer aux céréales et dérivés. Alors, céréales et dérivés, avec les exemples que je vais donner, c'est tout ce que nous avons comme mets principal, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout en Afrique ou à l'extérieur, à l'international. On a tout ce qui est riz, maïs et tout ça. Et les dérivés, c'est ce qu'on peut avoir à partir de ces éléments de base-là. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il nous faut pas prendre en trop forte quantité, mais entre 4 et 6 parts par jour.
Alors, les parts seront définies en fonction de la personne. Les parts sont définies en fonction de chaque personne. Et c'est nécessaire d'avoir des céréales et des dérivés à chaque repas. Je tiens à souligner que cette pyramide prend en compte euh, tout, tout, tout type d'âge à partir de 6 mois. C'est-à-dire que quand l'enfant commence à manger jusqu'à une personne vraiment très, très âgée, on va parler du troisième âge. Après cela, on passe aux fruits et aux légumes. Tout le monde le sait. Les fruits, légumes, ça, c'est vraiment le slogan. Il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour, c'est nécessaire. Et c'est vraiment nécessaire parce que les fruits vont nous apporter beaucoup, beaucoup de vitamines, les minéraux aussi, mais il y a surtout les fibres qui sont très, très importantes pour le fonctionnement de notre microbiote intestinal. Donc, le microbiote intestinal, c'est tout ce qui est bactéries, tout ce qui est microbes qui résident au niveau des intestins, qui vont bien dégrader tout ce qui arrive au niveau des intestins et puis permettre à l'organisme de récupérer le nécessaire et d'expulser ce qui est déchet. Puisqu'il y a des fibres, c'est beaucoup plus fluide. Donc, ça nous évite les constipations et tout ça. Donc, c'est très important d'avoir des fruits et des légumes à chaque repas et même plus. Alors, le lait et les produits laitiers, c'est nécessaire à chaque repas. Alors, ça, j'aimerais signifier que c'est uniquement pour un certain nombre de personnes. Donc, c'est spécifique pour une certaine tranche d'âge ou des personnes dans un certain cas de figure, peut-être des malades et tout ça. Parce qu'à un âge adulte, il y a des choses qu'il faut éviter. Là, nous sommes dans un environnement qui est assez stressant. Bon, on parle de la mondialisation partout. On est tous véhiculés, on connaît la climatisation, on n'a pas le temps de faire du sport. Donc, il y a beaucoup d'énergie que nous accumulons et ce n'est pas nécessaire d'en rajouter quand ce n'est pas vraiment, vraiment important pour notre évolution. Le lait et les produits laitiers nous apportent beaucoup de calcium. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, pour apporter le calcium, on peut faire des supplémentations. Alors que quand on prend uniquement le lait et les produits laitiers, on a et le calcium et les autres vitamines, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a du gras et il y a aussi du sucre. Donc, pour éliminer, puisqu'on en prend déjà suffisamment dans nos assiettes, pour ne pas compléter encore du gras et du sucre dans nos assiettes, on peut se passer de temps en temps de lait et de produits laitiers. Après, nous avons viande, poisson, œufs. C'est vraiment, vraiment nécessaire parce que c'est la base de la constitution de nos muscles. Et quand on parle de muscles, on parle de force. Une personne qui n'a pas de muscles manque de force et cette personne peut être affaiblie. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, 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 OK. Et parfaitement. cette personne peut être affaiblie. Donc, c'est nécessaire d'en apporter à chaque assiette. C'est nécessaire pour tout type d'âge, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel état de santé. Il faut en apporter. Maintenant, ça va dépendre de votre cas de figure, on va dire, du côté physiologique, du côté de la santé. On va voir s'il faut beaucoup, s'il faut petit, s'il faut moyen. Et à partir de là, on peut déterminer ce qu'il vous faut. Sinon, c'est nécessaire d'en avoir régulièrement. Et au fur et à mesure qu'on avance, je disais que la pyramide s'affine. Donc, on a la matière grasse, qu'il faut limiter carrément la consommation. Donc, si on peut même s'en passer dans une journée, c'est nécessaire parce qu'il y a des aliments, comme tous ces aliments que nous avons là, en plus d'apporter un certain nombre de choses, peuvent aussi apporter un peu de gras. Donc, on peut limiter, on peut ne même pas en prendre. Sucre et produits sucrés, c'est vraiment la pointe de la pyramide, mais malheureusement, c'est ce qu'on a régulièrement et presque tout le temps dans nos assiettes, alors que c'est ce qu'il ne faut pas beaucoup. Donc, il faut limiter aussi la consommation de ce groupe d'aliments-là. Alors, après les groupes d'aliments, on va dire que manger intelligemment, c'est manger varié. Donc, tous ces groupes d'aliments-là, on peut les avoir dans notre assiette,
Mais il faut que ce soit adapté aux besoins de chaque individu. Quand je parlais tout à l'heure, je disais qu'il y a des personnes qui sont malades, dans un certain cas de figure, il faut ceci, il faut cela. Donc, tout dépend du cas de figure dans lequel vous vous trouvez. Et il faut savoir que quand on mange intelligemment, on mange varié, on mange adapté à nos besoins, ça permet de réduire les risques de développer des maladies chroniques. Donc, ça peut être un problème rénal, ça peut être des maladies métaboliques telles que le diabète, l'obésité, l'hypertension, le foie gras et j'en passe. Il y en a tellement. Et ces besoins-là sont dépendants de quoi? Ces besoins varient selon le sexe de la personne. Donc, ce qui veut dire que ce dont une femme a besoin n'est pas forcément les mêmes besoins pour l'homme. Et il y a aussi l'âge. L'alimentation d'un nourrisson, c'est vrai que j'ai présenté une pyramide alimentaire de tous ces groupes d'aliments-là, mais vous comprenez avec moi qu'un bébé qui vient de naître, il n'a pas besoin de prendre, comment je vais dire ça, des céréales, il n'a pas besoin de prendre du poisson et tout, mais il a une alimentation qui est vraiment adaptée et c'est le lait. Et le lait va contenir du sucre, de la protéine, de tout ce qu'il faut pour nourrir cet enfant, ce nourrisson. On passe à l'enfant. L'enfant a besoin de croissance, donc là, ses besoins aussi vont augmenter et il y a ce qu'il faut pour cet enfant-là. L'adolescent, l'adulte, les personnes du troisième âge. Donc, les personnes du troisième âge, on a tendance à dire que quand on est vieux, on devient bébé parce que c'est une fonte musculaire, c'est la fatigue de l'organisme, c'est comme si la personne manquait d'énergie. Donc, il faut apporter des éléments spécifiques, des aliments spécifiques pour redonner la force, pour redonner une certaine vitalité aux organes de ces personnes du troisième âge-là. Alors, les besoins aussi dépendent de la physiologie. Mon écran est toujours visible. Non, ah, oui, C'est maintenant. visible, hein? C'est bon? Les besoins dépendent de la physiologie de chaque personne. Donc, dans des cas de maladie, les besoins vont varier. On va demander peut-être un peu plus de sel ou moins de sucre. Je prends des exemples vraiment basiques. On peut demander beaucoup plus de magnésium, beaucoup plus de ceci ou de cela. Les besoins aussi vont varier en fonction de la physiologie à partir peut-être de la grossesse et de plusieurs cas de figure. Donc, c'est nécessaire de tenir compte de ça. On a aussi le niveau d'activité physique. Quand une personne a une très forte activité physique, ses besoins vont changer aussi. Ses besoins ne seront pas les mêmes qu'une personne qui n'a pas vraiment le temps de faire du sport. Et quand on veut parler de niveau d'activité physique, on peut intégrer ici les athlètes. Vous voyez, les athlètes, les grands sportifs et tout ça, ils ont vraiment des besoins très spécifiques du fait de leur activité physique régulière. Alors, quelles sont les règles qui sont indispensables pour une alimentation intelligente? On va prendre le cas d'un adulte. Il est très important de prendre les 3 repas par jour. Très souvent, on se dit, non, je ne mange pas matin, je ne vais pas manger à midi, je vais manger le soir. Je n'ai pas le temps, je ne mange pas à midi, donc c'est le soir que je mange. Moi, je préfère manger que le midi et puis le soir, je ne mange pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que est-ce que si vous gardez cette façon de manger-là, vous allez préserver votre santé? Et en plus de ça, est-ce que vous pouvez tenir sur le long terme? Parce que quand vous changez, si habituellement vous ne mangez pas le matin, vous commencez à manger qu'à midi ou vous mangez que le soir, et au bout d'un an ou de 2 ans, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes censé manger les 3 repas parce que là, il y a un besoin au niveau de l'estomac qui est vraiment présent et qui demande beaucoup plus, ça va forcément agir sur votre organisme et votre corps va réagir. Vous allez forcément ressentir ça. Il y aura beaucoup trop peut-être de graisse, vous allez prendre du poids, vous risquez de vous sentir trop lourd et le corps va changer. Donc, c'est important de garder quelque chose de régulier
Mais tout est une question de fréquence de consommation de ces aliments-là, de quantité pour que votre organisme soit toujours en parfait état. Maintenant, si c'est nécessaire, on peut ajouter une collation. Alors, les collations sont toujours nécessaires pour les enfants. Mais là, on est dans le cas d'un adulte et si c'est nécessaire, c'est peut-être un adulte qui cherche forcément à prendre du poids ou qui a du mal à prendre tous ses repas en quantité suffisante. Donc, du fait de son estomac qui est peut-être un peu trop petit, donc il mange des petites quantités. On ajoute un quatrième plat qui est une collation qui vient renforcer pour qu'il ait tous les nutriments qu'il lui faut pour la journée. Il faut éviter aussi de manger tous les jours des repas en conserve. Donc, manger intelligemment, c'est ça. C'est de ne pas prendre les mêmes choses tous les jours. Parce que j'aime ou parce que c'est bon, j'en prends tout le temps. D'ailleurs, on le dit, il n'y a aucun aliment qui est mauvais. Tous les aliments sont bons à la base. C'est la fréquence, comme je disais tout à l'heure, de consommation et la quantité qui font défaut. Donc, les conserves et tout ça, naturellement, ont été conçus pour le bien-être du consommateur parce que, bon, on ne peut pas garder peut-être du thon au frais juste comme ça dans un paquet de sachets environ 3 4 mois. Donc, ça a été conçu pour vous permettre d'avoir à disposition ces aliments-là. Ça fait partie de la sécurité alimentaire. Donc, il faut que tous les aliments soient disponibles, soient accessibles à tout le monde en tout temps et partout. Il faut éviter tous les jours les fast-foods. Naturellement, la découverte de mets, de culture, parce que l'alimentation aussi, c'est bien manger, c'est prendre plaisir, c'est la convivialité, c'est aimer ce qu'on mange, c'est ravir nos papilles gustatives. Il faut faire attention. Même si j'aime bien ces mets-là et que j'aime découvrir parce qu'ils ont bon goût, ils sont bien à regarder, il faut faire attention à ne pas les consommer tous les jours. Et même si vous êtes une personne qui n'a pas de problème de santé présentement, ça ne vous donne pas directement le droit de manger tout et n'importe quoi. Parce que naturellement, si vous mangez tout ça, à la longue, vous risquez de tomber malade. Donc, c'est ça. Le fait de manger intelligemment, c'est de manger maintenant en pensant à préserver la santé sur le long terme, en pensant à demain. On va parler des friandises, des viennoiseries, etc., etc. Vous connaissez tous ces aliments-là, ces mets qui viennent certainement de l'Occident, de d'autres cultures en fait, par rapport à leur génétique, par rapport à leurs habitudes alimentaires là-bas, qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui sont plein de gras, plein de sucre et qui ne sont pas vraiment adaptés pour une alimentation saine. Donc, il faut aussi veiller à avoir dans votre assiette toujours des légumes. On parle beaucoup de fruits. Oui, je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de fruits. Mais est-ce que vous mangez beaucoup de légumes? Parce que les légumes, par rapport aux fruits, c'est ça. Les légumes ne sont pas sucrés. Le sucre du fruit, c'est un sucre qui est rapide. Donc, il va vite dans le sang. Il a la capacité d'aller vite dans le sang. Et on oublie que pour quelqu'un qui veut éviter de faire un diabète, c'est d'éviter tous ces sucres qui vont vite dans le sang, de prendre plutôt des sucres lents. Alors qu'on mange beaucoup de fruits, on se rabat beaucoup sur les fruits, même quand c'est les fruits de saison, il faut faire attention à ne pas prendre en trop grande quantité quand il s'agit des adultes. Les enfants, on peut tolérer, les adolescents, c'est tolérable, mais les adultes, du fait de l'environnement qui est tout le temps en train de changer, des dispositions environnementales qui ne sont pas adéquates, il faut limiter la consommation de fruits et puis maximiser plutôt les légumes. Donc, les légumes ne sont pas sucrés. Il y a des fibres, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des légumes qui sont colorés. Et la coloration permet aussi d'apporter différents antioxydants, différents minéraux qui sont très spécifiques pour le bon fonctionnement de l'organisme. Je parlais de l'eau. Alors, il faut boire suffisamment d'eau. Suffisamment d'eau, c'est quoi? C'est de prendre une quantité d'eau qui est adaptée à votre poids. Voilà. Alors, la quantité d'eau est censée être adaptée à votre poids. Pour 1 gramme de poids corporel,
vous allez prendre 30 millilitres. Donc, si vous faites par exemple 60 kilos, plutôt pour 1 kilogramme de poids corporel, on va adapter à 30 millilitres. Donc, si vous faites 60 kilos, vous multipliez les 60 là par 30 et vous obtenez le nombre de millilitres d'eau que vous devez prendre. Vous voyez que généralement, essayez de prendre chacun là-bas, essayez de voir un peu en fonction de la quantité d'eau qu'il a l'habitude de prendre, est-ce que ça vaut? Parce qu'on se limite à 1,5 litre. On se dit 1,5 litre, 1,5 litre, alors qu'il faut aller, il faut prendre beaucoup plus. Il faut nourrir toutes nos cellules. Il faut nourrir toutes nos cellules. Et l'eau est vraiment un élément très, très important. Il permet de drainer, de lessiver, de nettoyer, de faire tout ce qu'il faut et ça facilite le travail du rein. Quand le rein est en de grandes complications, ça va agir sur la tension artérielle et la tension artérielle va agir sur le cœur et ainsi de suite, les AVC et vous savez tout ce qui peut arriver. Donc, c'est important de prendre de l'eau régulièrement. De mon expérience avec les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, c'est que ils n'ont même pas droit à une certaine quantité d'eau. Ils peuvent même pas, il y en a qui peuvent même pas prendre un demi-litre d'eau par jour, qui n'ont pas le droit. C'est pas qu'ils ne peuvent pas. Au contraire, dans leur état de santé, ils en ont vraiment besoin. Avec cette chaleur et tout ça, ils sentent le besoin de vouloir boire de l'eau. Même si on dit qu'on ne boit pas suffisamment, chacun de nous a déjà eu à prendre une grande gorgée d'eau, à finir peut-être 500 millilitres d'eau en un trait, parce on est rentré peut-être dans une zone très chaude où on a vraiment besoin de se rafraîchir. Mais eux, dans cet état de santé-là, ils n'en ont même pas droit. Ils peuvent même pas prendre, il ne serait-ce que 500 millilitres, même 300 millilitres pour certains, c'est pas possible. Donc là, vous voyez que le rein qui est endommagé, qui ne travaille pas, il agit, il fait que cette personne n'a pas du tout droit à l'eau. Et si cette personne prend de l'eau, elle sera inondée d'eau dans l'organisme. Vous voyez? Donc, c'est important de protéger le rein. Et quand on protège le rein, que le rein se porte bien, nous aussi, l'organisme, tous les autres organes se portent bien. On ne peut pas inonder notre organisme d'eau. Donc, apporter suffisamment d'eau au rein pour pouvoir mieux filtrer le sang, pour pouvoir mieux éliminer tout ce qui est déchets et tout ce qui est toxique pour votre organisme. Toujours dans les règles indispensables pour une alimentation saine et équilibrée. Donc, saine et équilibrée, c'est intelligent. C'est de consommer des féculents et des céréales complets. Donc, quand je parle de céréales et féculents complets, c'est quoi? En Afrique, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains parmi nous, on a tout ce qui est brut. Donc, la banane plantain, le manioc, on a des tubercules, on a le riz local, même si ce n'est pas le riz local, peut-être ivoirien ou du Congo ou du Sénégal ou de ceci, mais on peut avoir un riz qui est du riz brun, du riz violet, qui est importé, mais c'est quand même du riz local. Voilà, ces types de riz-là sont conseillés où on a aussi le manioc avec ses dérivés tels que la tiéké en Côte d'Ivoire. On a la pâte, la sémoule, c'est la sémoule de manioc et la tiéké. On a la pâte de manioc qu'on peut avoir à partir de l'amidon, là, qu'on peut avoir peut-être le placali, on peut avoir le cocondé, on peut avoir divers mets. Au Nigeria, ils ont beaucoup de façons de faire cuire aussi le manioc. Ce que je veux dire par là, c'est que ces aliments-là ne sont pas passés par l'industrie. Ces aliments n'ont pas été raffinés en tant que tels. Ces aliments ont été travaillés de façon artisanale sans ajout d'additifs chimiques. Ce sont que des produits naturels, des produits bio qui ne font que renforcer les éléments nutritifs de ces aliments-là. Et c'est ce qui est recommandé. Tout ce qui passe à l'industrie. Donc, on a des chips, par exemple, qui sont des céréales ou des chips de patates qu'on peut retrouver en grande surface. Ce sont des féculents. Mais vous voyez que ça a été manufacturé, c'est passé à l'industrie, ils ont touché, ils ont ajouté des choses. Ceux-là ne sont pas vraiment conseillés. Comme je disais, c'est une fois en passant. Si on peut ne même pas toucher, tant mieux. Il faut manger plus de fruits que de légumes. J'en ai vraiment parlé en long et en large.
Il faut privilégier la viande blanche et le boisson. C'est vraiment très important. Parce que la viande rouge, on ne dit pas de ne pas du tout manger. Parce que quand on prend la viande rouge, le foie, les côtes de veau et tout ça, ça nous apporte beaucoup de fer. Donc le fer qui est très important pour le sang, pour le cerveau, pour que l'organisme fonctionne bien et tout. Donc c'est nécessaire, mais il ne faut pas prendre en trop grande quantité, plutôt la viande blanche et le poisson qui sont nécessaires. On a les mollusques et les crustacés. Généralement, des personnes font des allergies à ces aliments-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très riches en protéines, comme le poisson et la viande blanche, ainsi que la viande rouge. Très riches en protéines, donc très bons pour constituer notre masse musculaire, pour constituer notre force, pour constituer ici tout ce qui est vitalité, tout ce qui est bon pour protéger nos os et pour nous protéger de tout ce qui est infection. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les mollusques et les crustacés sont aussi riches en minéraux et puis en vitamine B12 qui permettent de bien assimiler tout ce qui est fait, de pouvoir bien se porter, de, 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 de renforcer l'organisme en fait de vitalité. Il faut éviter au maximum le sucre, donc le saccharose et même le miel. Pourquoi je mets le miel? C'est vrai, le miel, c'est bon, il est moins sucré. Il a un pouvoir sucrant, c'est-à-dire quand on ajoute dans un aliment, le pouvoir sucrant est plus élevé par rapport au saccharose de sucre que nous connaissons tous. Et il a un index glycémique qui est un peu plus bas par rapport au saccharose. Donc, tout le monde se rue vers le miel. Mais en réalité, à force de trop prendre de miel, on rejoint carrément celui qui prend que le sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité est nécessaire. Même si c'est le miel que vous prenez, il faut pouvoir prendre des petites quantités, de très petites quantités. Donc, si vous pouvez les éviter au maximum, si vous pouvez éviter même d'en rajouter dans vos mets, c'est idéal. Les édulcorants, très souvent, on se dit non, ça n'agit pas sur le sucre du sang. Donc, on peut en rajouter. On a certains sucres comme on dit là, les sucres diabétiques. Il y a des personnes, j'ai reçu des patients qui ne sont pas diabétiques, mais en voulant fuir le sucre saccharose normal et tout, vont en pharmacie, achètent le sucre diabétique pour prendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être des produits chimiques. Il y en a qui sont chimiques, il y en a qui sont naturels, tels que le stevia ce sont des herbes. Mais c'est le fait de rechercher le goût sucré n'est pas vraiment la bonne démarche à suivre. Idéalement, prenez vos boissons sans sucre et c'est mieux. Voilà. Il faut manger moins salé. Donc, ajouter de préférence à table. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on fait la cuisson, on n'ajoute pas de sel. Et puis, c'est à table qu'on rajoute. On ne va pas cuisiner avec du sel en cuisine et puis venir en rajouter encore. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut que ce soit en faible quantité. Ce qui se passe, c'est que quand on cuisine et qu'on ajoute le sel en début de cuisson, le sel va se dissocier, va se partager comme ça dans tout ce qui est piment, gombo, aubergine, viande, tomate, oignon, tout ça. Et quand on finit par goûter le liquide, on ne sent plus de sel. On se dit, ah, le sel, il n'y a pas suffisamment de sel et on en rajoute. Alors on a que 4 grammes de sel, voire 5 à 6 grammes de sel par jour maximum pour un adulte. Et vous imaginez les louches de sel que nous ajoutons dans nos cuisines, en plus des arômes, des assaisonnements, de tout ça. Donc, c'est nécessaire de limiter vraiment ces apports-là et puis d'en rajouter de moins en moins. Si vous allez à l'hôpital, que le médecin vous dit, ah, vous manquez de sodium, dans ce cas, vous commencez à en rajouter un peu plus. Sinon, le sel, on le retrouve dans beaucoup d'aliments que nous avons, tels que l'eau de coco, on peut avoir du sodium, on peut avoir le sel là-bas. On a le sel, il y a des aliments qui ont naturellement le goût salé. Et aujourd'hui, on a l'eau minérale qui est vraiment, qui apporte le sel aussi, du sodium. Donc, on ne peut pas vraiment dire que on va se retrouver en déficit carrément de sodium. Mais ce qu'il faut faire, c'est de faire attention à ne pas trop en rajouter en cuisine et à table. Il faut limiter aussi votre consommation de friture et puis de plats crémeux. Aujourd'hui, on a beaucoup de mets
comme les sauces crème, les fromages, ceci et cela. Il faut limiter la consommation, ainsi que les fritures, donc fritures de plantain et tout. On va voir ça en illustration tout à l'heure. Alors, limiter à une fois par semaine, c'est l'idéal. Alors, privilégier la consommation des jus de fruits naturels au maximum une à deux fois par semaine. Pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde, du fait que les jus naturels sont naturels, c'est-à-dire qu'on prend des oranges, on presse naturellement, on n'ajoute plus rien, tout le monde en prend et on oublie que c'est plusieurs fruits qu'on a pressés. Tout à l'heure, je disais que les fruits sont sucrés. Les fruits apportent du sucre. Donc, en voulant en prendre trop, vous risquez d'en apporter aussi dans le sang. Et en prenant un grand verre de jus de fruits d'environ 500 millilitres, vous savez au moins que c'est 5 à 6 fruits, soit des 5 à 6 oranges que vous avez pressées. Si c'est l'ananas, c'est une ananas entière. Si c'est une pastèque entière et tout. Donc, il faut limiter vraiment la consommation. Il faut privilégier plutôt les fruits qu'au jus de fruits, parce que les jus de fruits, c'est plusieurs fruits pour avoir un jus de fruits. Alors que quand on prend les fruits, on peut limiter la consommation à un ou deux fruits maximum. Mais si vous devez prendre des jus, prenez une à deux fois par semaine en tout, pas plus que ça. Voilà ce qu'on peut prendre tous les jours. Donc, il faut prendre des jus à base de légumes sans ajout de sucre. Cela aide à renforcer le système immunitaire. Les jus, ce n'est pas trop ce qui est recommandé parce que quand on fait un jus, très souvent, on retire les fibres et tout ça, alors que je disais que ça participe au microbiote intestinal. Mais si on en a besoin et qu'on en a envie, il faut prendre ce genre de jus-là, mais plutôt des jus de légumes. Donc, on a le jus de concombre, le jus de persil, le jus de céleri, on a plein, 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 le jus de carotte et tout ça qu'on peut faire. Même les jus de tomates, on peut les faire et puis les consommer. Très souvent, on ne trouve pas ça agréable au début. On se dit, ah, c'est pas très bon. Mais je pense que avec le temps, avec l'habitude, les papilles gustatives s'habituent. Et si vous ajoutez un tout petit peu de citron avec le goût acidulé, ça va vous permettre d'apprécier. Alors, on a des aliments qui comportent des sels et des sucres qui sont cachés. Donc, les bouillons d'assaisonnement, les chips, les sauces instantanées. On connaît tous les sauces instantanées, on en trouve au supermarché, des mayonnaises déjà fabriquées, des sauces tomates déjà pré-cuites et tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est de faire tout ça à la maison. Si vous avez la possibilité, faites cela à la maison et ça peut se conserver au réfrigérateur ou au congélateur 3 jours au réfrigérateur, une semaine au congélateur. Vous avez le temps en fin de semaine de de remettre à chaque fois à niveau votre cuisine en refaisant ces sauces-là. Alors, le sel caché se situe dans quoi? On peut avoir le lait en poudre. Je parlais de lait et produits laitiers qu'il ne faut pas prendre très souvent parce que c'est vrai qu'on recherche le calcium et tout ça, mais il ne faut pas oublier, il y a de la graisse, il y a du sucre, il y a du sodium parce que c'est très riche en sodium et ce sont ces éléments-là qui permettent de conserver en fait le lait en poudre sur le long terme. On a les sodas qui sont trop riches en colorants alimentaires et chimiques. Et c'est du mauvais sucre parce que votre corps n'arrive pas à digérer. Votre corps ne reconnaît pas ces éléments chimiques-là. Donc, ce n'est pas absorbé, le sang ne prend pas, enfin, ça retourne pas dans le sang pour être bien utilisé et ça baigne comme ça dans l'organisme. Et si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, il y a moins de rejet donc par les urines et par les selles et ça crée beaucoup, beaucoup de dommages, donc des stress oxydatifs, ça va créer beaucoup de déchets dans le corps. Donc, c'est important de pouvoir si vous pouvez vous en passer à un certain âge, tous ces sodas, ces gaz et tout ça, même si c'est pour passer du bon temps, si vous devez prendre des petites quantités, 200 millilitres, c'est suffisant et pas tous les jours. Friture de féculents. On a une fréquence de consommation que je recommande, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, voyez des pommes de terre bien frites, ça peut être des patates, ça peut être voilà, la banane plantain qui est frite en Côte d'Ivoire, qui est la loco, que nous connaissons tous.
et dont tout le monde en raffole, vous voyez que à la base, ce sont des aliments qui sont bruts. Je disais tantôt qu'il faut consommer des aliments complets qui ne sont pas passés à l'industrie. Évidemment, la banane plantain, ce n'est pas passé à l'industrie, c'est un dérivé normal. Mais il y a un mais ici, c'est qu'il y a le gras. La friture ici, il y a un échange de milieu. Donc, le sucre va sortir un peu pour entrer dans l'huile, mais l'huile aussi va aller se concentrer dans la banane qui n'est pas trop concentrée en huile. Et c'est la graisse, en fait, que ça envoie dans cette banane-là. Et c'est ce qui va permettre à la banane ou au plantain de frire et de cuire correctement. Donc, en faisant cet échange de matière-là, qu'on appelle généralement l'osmose, pour créer l'équilibre ici, ça augmente l'énergie, l'apport énergétique de l'aliment de base qui n'est pas censé être trop énergétique ou qui n'est pas censé être euh, nocif ou nuisible pour votre santé. Le gras va apporter l'énergie, alors que la banane plantain même, naturellement, est riche en sucre. Donc, il y a déjà l'énergie aussi que ça apporte. Donc, c'est doublé carrément. C'est pareil pour les frites. Même échange de milieu, pareil pour les frites de pommes de terre, de patates. Donc, tout ce qui cuit dans l'huile, ce qu'il faut savoir, c'est que ça augmente l'apport énergétique de l'aliment. L'apport énergétique de l'aliment, peut-être au début, c'est 100 kilocalories. Après être passé dans la friture, peut passer facilement à 200 kilocalories, 250 kilocalories. En mangeant, on peut sentir que c'est léger. Aujourd'hui, vous mangez des frites, vous sentez que hop, c'est vraiment léger. Au niveau de l'estomac, vous ne sentez pas vraiment quelque chose de lourd, mais énergétiquement, c'est lourd. Donc, c'est très important de limiter la consommation de ces aliments-là parce que très souvent, on n'a pas le temps de dépenser tout ce qu'on apporte. L'organisme utilise vraiment une toute petite quantité de ce que nous apportons au quotidien. Et puis le reste, c'est directement déposé comme ça dans le corps. Et si vous ne dépensez pas pour fabriquer de l'énergie et si vous ne faites pas du sport et tout ça, vous n'allez pas pouvoir dépenser cette énergie qui sera produite là. Et quand c'est pas produit, quand c'est pas dépensé plutôt, c'est transformé en graisse pour être stocké au niveau des parties molles de l'organisme. Donc, on a les ventres, on a le bras, on a les cuisses, même les mollets, même les fesses et tout ça. Donc, c'est important de pouvoir dépenser. Si on n'a pas le temps de dépenser suffisamment, il faut limiter la consommation. Alors, si on évite tout cela, qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est mieux, c'est les aliments cuits à l'eau, puisque l'eau n'apporte aucune énergie. L'eau n'apporte pas de graisse. L'eau n'apporte pas de sucre. L'eau apporte que de l'eau et quelques minéraux. Donc, ce même phénomène d'osmose va se produire dans cette préparation, dans cette cuisson-là. Le sucre qui est concentré dans le riz va diminuer en descendant dans l'eau pour concentrer l'eau. Et puis l'eau aussi va envoyer ces éléments, qui est l'eau, enfin le liquide là, pour gonfler le riz et se concentrer aussi au niveau du riz. Donc, ça permet ici de réduire un peu l'amidon, de réduire le sucre qui est qu'on peut retrouver dans le manioc, dans le plantain, dans le riz, dans l'igname, dans la patate, dans le taro. Donc, en réduisant ça, qu'est-ce qu'on réduit? On réduit l'énergie, on réduit le sucre naturellement. Donc, c'est nécessaire. Et ça, c'est ce qui est mieux. Quand on n'a pas trop de sucre, on est sûr qu'on a encore le temps de combler son assiette avec d'autres éléments qui vont favoriser un bon état de santé. Donc, vous avez en illustration là, ça, c'est des ignames cuites à l'eau. Hein. On a le riz ici qui peut être du riz local. Et même si c'est le riz industriel, c'est toujours le même principe. Et là, on a la patate. Vous avez une bonne patate bien colorée, la patate douce, qui est très intéressante aussi. Alors, parlons des sources de protéines. Voilà, on illustre un peu, hein. Donc, on a la viande blanche, on a le poulet. Ça peut être du poulet, ça peut être le canard, ça peut être la pintade. Je pense que vous aurez plein de questions concernant la viande blanche. Qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui n'est pas blanc? Est-ce que le lapin, c'est de la viande blanche? Oui, on a le lapin ici. Voilà.
c'est de la viande blanche. On a aussi les fruits de mer, les mollusques, crustacés et tout ça qui sont très riches en protéines que nous ne consommons pas beaucoup. Bon, on n'a pas forcément ça sur le marché ivoirien ou même en très forte quantité sur le marché africain, peut-être dans certains pays. Mais si vous en trouvez que vous avez à disposition, vous pouvez en consommer. Pour les personnes qui présentent une allergie, ce n'est pas nécessaire. Alors, quelques illustrations et compréhension du principe. Tout ça, on peut se demander, mais finalement, qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? Qu'est-ce qui est bon pour le petit déjeuner? Qu'est-ce qui est idéal? On a ce petit déjeuner typique qui est reconnu partout. C'est le pain, du lait, du café avec du beurre, une tartine, une marmelade, euh, un peu de compote, un peu de confiture le matin. Tout le monde veut se faire le plein de sucre, le plein de vitalité, de vitamines pour commencer la journée. Mais en réalité, ce qu'on crée, c'est que quand on mange tôt, ce genre de choses sucrées là, on se crée des fringales. À partir de 10 heures, 11 heures, on commence à avoir très faim parce on suscite vraiment une forte production d'insuline. Et quand c'est cette insuline-là atteint son pic et que ça chute comme ça, on a très faim et on veut encore du sucre et on recherche encore de la nourriture. Ce qui est bien, c'est d'aller tout doucement avec du sucre qui est lent, de façon posée pour bien commencer la journée, pour ne pas avoir des fringales, pour ne pas être anxieux même peut-être à 11 heures ou à midi parce qu'on a mangé trop de sucre le matin. Ce qui est conseillé, c'est du pain. On peut avoir du pain complet puisque tout le monde en raffole, tout le monde aime le pain. Si vous n'avez pas le pain complet, il y a le pain rassis. Donc, le pain godio, comme les Ivoiriens le disent, c'est du pain qui a dormi, du pain couché, etc. Pourquoi ce type de pain-là? Parce que quand on prend une baguette de pain de 150 grammes, si on a environ 200 calories, quand ce pain est rassis, c'est-à-dire quand on le fait dormir 2 jours, 3 jours, à sec, hein, on peut l'attacher dans un plastique pour qu'il garde toujours le côté moelleux. Ce pain-là augmente en termes de masse. Donc, il devient lourd. La consistance augmente. La mie qui est à l'intérieur devient plus épaisse. Donc, pour quelqu'un qui mange une baguette de pain habituellement, si vous lui donnez une baguette de pain rassis ou godio, elle va manger jusqu'à ce qu'elle laisse un bout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on a une baguette de pain chaude, on peut finir en un trait. Et puis ne même pas sentir même on a mangé. Mais si c'est le pain couché, le pain qui a dormi, on peut manger des mie et puis se sentir rassasié parce que la mie a gonflé. La mie a gonflé, la levure a eu le temps de bien monter et ce pain-là, il a gardé le même apport énergétique que que le pain qui était chaud. Donc, le même apport énergétique quand on prend demi-pain chaud, c'est le même apport énergétique quand on prend demi-pain couché. Mais on n'a pas la même consistance. Celui qui a mangé demi-pain chaud ne sera pas rassasié, alors que celui qui a mangé demi-pain couché sera rassasié. Ce qu'on recherche généralement, c'est le rassasiement et on veut encore moins augmenter les apports énergétiques. Quand on est adulte, on veut avoir un apport énergétique qui est stable. Donc, idéalement, le pain qui a dormi ou qui est rassis ou qui est couché, il est mieux. Donc, à défaut d'avoir du pain complet tout le temps à la maison, vous pouvez prendre ce type de pain-là qui vous permet de manger moins. Mais la particularité avec le pain complet, c'est que c'est riche en fibres. On n'a pas retiré toutes les fibres, les éléments de base du blé. Et au lieu de prendre ce pain avec une confiture et tout ça, moi, je vous conseille des légumes. Vous prenez des légumes comme c'est bien imagé là. Vous voyez un peu de concombre, peut-être du persil ou de la ciboulette comme ça qui est versé dessus, ou des épices vertes, ça peut être du romarin, ça peut être tout ce que vous avez. Donc, vous avez concombre, vous avez un peu peut-être d'avocat, vous avez la carotte, et ça fait du bien parce que ce n'est pas sucré. Et c'est riche en vitamines, c'est riche en fibres, c'est riche en minéraux. Avec ça, vous pouvez ajouter soit du blanc de poulet cuit,
ou du thon à eau, ça peut être du thon blanc que vous avez eu en grande surface, que vous faites cuire et que vous émiettez comme ça dans votre assiette, ou bien vous ajoutez des œufs, mais pas le tout en même temps. Si vous devez mélanger, vous pouvez mélanger que deux protéines. Trois directement, ça c'est pour vous présenter en fait les différents éléments que peuvent constituer une assiette. Ou bien, on a ce fameux repas euh, des ancêtres ivoiriens peut-être, mais qui est un peu révisité. Ici, en Côte d'Ivoire, ça s'appelle la kbessi, mais en fait, c'est le plantain, hein, que ce soit le plantain ou que ce soit l'igname bouilli ou le taro bouilli, c'est-à-dire cuit à l'eau. C'est cuit à l'eau, c'est pas frit, c'est pas cuit à vapeur, c'est pas cuit au four, c'est cuit à l'eau. On a vu toute la différence de la cuisson à l'eau, ce que ça peut créer sur l'aliment et sur l'organisme, avec de la tomate, des œufs qui sont brouillés, quelques feuilles, ça peut être des feuilles d'épinards, ça peut être des feuilles de patates, ça peut être des tiges d'oignon, des feuilles d'oignon, ça peut être du persil, ça peut être du céleri. Ça va dépendre de vos goûts, de vos saveurs, de ce que vous appréciez. Et vous ajoutez une tisane, un thé vert, un thé noir, un thé, voilà, peu importe. Une tisane, ça peut être du bissap, du gingembre, du gnômon-cou, tout ce que vous voulez, mais on ne va pas rajouter du sucre. Voilà, on ne rajoute pas de sucre et encore moins des édulcorants. Après cela, on a le repas que nous demandons tous. Qu'est-ce que je mange à midi? Je suis au travail. Est-ce que je peux manger ci? Est-ce que je peux manger ça? Comme j'ai dit, on peut prendre des fritures, mais une fois par semaine. Mais le repas idéal, c'est-à-dire ce qu'on va faire presque tous les jours, c'est ça. Il faut avoir une assiette de légumes crus. Cette assiette, c'est vrai que j'ai défini cru uniquement parce que là, je vous propose une soupe qui est cuite, mais vous pouvez avoir une assiette de légumes cuite. Donc aussi des carottes, choux, tout ce que vous aimez, haricots verts et tout ça, cuit avec du riz. Tout le monde mange du riz, donc ça a été un exemple. Enfin, on pourrait prendre autre chose, mais tout le monde mange du riz, donc avec du riz et de la sauce. Alors, pourquoi la sauce spécifiquement? Idéalement, j'aurais aimé trouver une assiette comme ça pour illustrer une bonne sauce bien pleine avec beaucoup de liquide pour dire que c'est la sauce là qui est qui est censé vous rassasier, pas le plat de riz. Très souvent, quand nous ne sommes pas rassasiés, et les Africains, on a cette habitude-là, c'est de renforcer notre assiette d'accompagnement, de riz, d'attiéké, de foutou, de placali, parce que je ne suis pas rassasiée. Alors que il faut plutôt augmenter la sauce. La sauce doit être en quantité. La sauce, c'est faite à base de légumes. Les légumes, c'est pas que carottes, oignons, hein. On a gombo, on a piment, on a épinards, on a tomates, on a oignons, tout ce que nous avons dans nos cuisines africaines, aubergines violettes, et tout ça sont des légumes, à condition, enfin, à l'exception plutôt des graines. Donc, oléagineux, on a les graines de palme, on a les arachides que nous connaissons, on a le pistache, je ne sais pas, pour les autres cultures, pour les autres pays, si vous connaissez bien, on a d'autres graines, tout ce qui s'apparente à la graine et dont la cuisson peut produire de l'huile. Quand on fait cuire, ça produit de l'huile. Ceux-là, il faut limiter la consommation parce qu'ils sont gras. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas du mauvais gras. Donc, on peut en prendre. C'est du bon gras parce que c'est du gras végétal. Le gras animal, c'est ce qui nous permet de produire du cholestérol. Enfin, c'est ce qui est à la base composé de cholestérol. Le gras végétal ne comporte pas de cholestérol. Donc, dans nos grandes surfaces, quand on voit écrit de l'huile, huile 0% de cholestérol, et puis on voit que la base, c'est de l'huile de palme, en fait, ce n'était pas nécessaire de le dire. Parce que à la base, tout ce qui est produit de façon végétale et qui va donner de l'huile n'est pas censé comporter du cholestérol. Peut-être que dans le mode, dans la fabrication, ils ont dû ajouter peut-être des œufs ou quelque chose, je ne sais pas. Donc, ils sont obligés de signifier que
il n'y a pas de cholestérol. Sinon, ça ne devrait même pas être signifié sur l'étiquetage. Après, on a toujours une tisane. Ces tisanes chaudes-là sont nécessaires à chaque repas. Si vous en avez la possibilité, prenez-les. Au lieu de prendre des jus de fruits comme nous voyons sur les panneaux publicitaires, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire pour un bon état de santé. Ce qui est nécessaire, c'est des tisanes, les thés, les tisanes, des petites décoctions, mais attention, pas des décoctions africaines trop concentrées parce que ça agit sur le rein. Pour le dîner, alors généralement, je fais toujours la guerre avec tous mes patients pour le dîner parce que quand je leur propose ça, ils disent, ah, mais on n'en a pas l'habitude, nous, on mange du riz. Il y a des personnes qui mangent de la sauce graine, du foufou, du foutou, ça va dépendre de votre pays. Dans certains pays, le foufou, c'est le foutou, d'autres, le foutou, c'est le foufou, enfin. Vous voyez que c'est tout ça, c'est en fonction du plantain, du manioc et tout ça. C'est pour dire que tout ce grand groupe de tubercules, de céréales, de féculents, idéalement, les soirs, ce n'est pas conseillé. Idéalement, ça peut arriver que vous preniez, mais il faut prendre des toutes petites quantités. Et vous avez une assiette comme ça, très équilibrée, très intéressante, avec des haricots verts simples comme c'est présenté, du poulet bien assaisonné, cuit à vapeur, au four, à la poêle, comme vous voulez, ou vous avez une soupe comme ça de légumes que j'aime beaucoup. Donc, il y a du liquide, vous croquez tous les légumes qui sont dedans et ça, c'est inspiré des cultures asiatiques, de la cuisine asiatique qui est très intéressante et qui est très riche en vitamines pour le dîner, pour le repas du soir, donc des petits soupers comme ça. On n'a pas besoin de mixer le tout pour que ça fasse une pâte. Pas du tout besoin. Vous pouvez avoir tous ces légumes-là croquants. Ou bien, pour ceux qui aiment bien manger, qui aiment manger, comme moi naturellement, j'aime bien manger, j'aime manger, et que j'ai envie de manger des féculents, ou j'ai envie de manger un peu de riz ou un peu de foutou, je peux me permettre dans mon assiette, par rapport à ce que je prends l'habitude, de prendre seulement un quart. On prend toujours en fonction de son assiette habituelle. Vous avez une assiette habituelle de riz que vous prenez les soirs, vous décidez de prendre un quart de cette assiette habituelle-là et la protéine aussi, un quart de cette part de protéine et la moitié. En fait, au niveau des légumes, c'est vrai que c'est dessiné pour une assiette parce qu'on aimerait tout faire contenir dans une assiette, mais les légumes, c'est autant que vous voulez, quoi. Tant que vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez prendre autant de légumes que vous voulez pour être rassasié. Donc ça, c'est l'image d'une assiette qui est équilibrée et on peut adapter cette assiette et pour le déjeuner et pour le dîner. On peut avoir ça à tout moment. Et quand on prend de cette façon répartie là, son assiette presque tous les jours, je vous assure qu'on est sur la bonne voie pour avoir une santé de fer. Et là, toujours, comme je le disais, une tisane, c'est nécessaire, c'est toujours bon parce que la tisane chaude, ça va permettre ici de pouvoir stimuler l'activité de toutes ces enzymes-là qu'on a au niveau de l'estomac et de permettre que ces enzymes-là puissent bien travailler à cette température de l'organisme. Donc, quand c'est tiède ou que c'est chaud, vous facilitez le travail. Mais quand c'est glacé, vous réduisez leur, euh, leur température, enfin, la température à laquelle ces enzymes-là sont censées travailler. J'ai entendu dire, oui, quand on boit jusqu'à ce que l'eau-là arrive au niveau de l'estomac, ça prend la température de l'organisme. C'est que ça, c'est pas possible. Si vous prenez glacé, vous prenez très glacé, c'est cette très glacé là qui va arriver là-bas. Et ça va créer un choc thermique. Naturellement, l'organe en question va travailler pour que la température soit uniforme, mais ça prend du temps. Et c'est ce temps que ça prend là qu'on veut éviter. Donc, plus ça prend du temps, plus ça ralentit votre digestion, plus ça risque de susciter des gaz, des rots. Vous allez avoir des rots, vous allez avoir une certaine décomposition qui n'est pas très agréable au niveau de l'estomac et puis réduire l'activité des enzymes. Donc, c'est nécessaire de prendre tout ce qui est tiède, chaud, comme ça, au niveau juste après les repas. Entre 10 à 15 minutes après les repas, c'est ce qui est idéal. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir après tout ça?
Il ne faut pas sauter de repas. Pourquoi? C'est pour ne pas, c'est pour ne pas le rattraper plus tard dans la soirée ou bien au prochain repas. Parce que très souvent, quand on n'a pas bien mangé, on se dit, ah, j'ai pas bien mangé, ce que j'ai pris là, vraiment, j'ai pas vraiment mangé la journée et il faut que je mange bien parce que bon, j'en ai besoin, mon corps en a besoin, sinon je risque de ne pas bien me sentir. Effectivement, parce que si vous n'avez pas vraiment bien mangé la journée, et que le soir, vous mangez pas du tout aussi, vous risquez de vous sentir faible tout le long de la semaine ou bien le lendemain. Mais si vous gardez cette habitude aussi de trop manger au prochain repas ou tard le soir, et généralement c'est les soirs, ça va vous faire grossir. Parce que le soir, il n'y a pas d'activité physique. On ne fait pas de sport, on s'en va dormir. Il faut permettre à votre organisme de se libérer quand on se dit qu'on dort, en réalité, si il y a des aliments au niveau de l'estomac, le corps ne va pas laisser ces aliments-là là. Le corps va travailler pour que ces aliments puissent carrément suivre tout le circuit de la digestion. Donc, pendant tout ce temps, votre organisme travaille. Et c'est ce qui fait que les matins, très souvent, on peut se réveiller fatigué. On peut se réveiller avec la tête lourde parce que en réalité, on croit avoir dormi, mais en vrai, on n'a pas vraiment dormi parce que tout l'organisme était en activité à essayer de digérer ce que vous avez apporté. C'est nécessaire de ne pas sauter pour ne pas chercher à rattraper après. Donc, il faut avoir une alimentation saine. Donc, saine, déjà, c'est laver bien aussi ses aliments, faire de bons choix. Et j'aimerais revenir, enfin, faire un saut sur quelque chose qui est l'étiquetage. On n'a pas l'habitude de lire les étiquettes de nos aliments. Manger intelligemment, c'est ça. C'est quelqu'un qui prend le temps de lire son étiquette. Et quand on va au supermarché, plusieurs aliments sont proposés avec des étiquettes dessus. Et ces étiquettes-là nous informent. Quand vous voyez hydrocarbures et tout ça, c'est rien d'autre que du sucre. Donc, souvent, c'est pas bien dit comme ça, sucre, pour ne pas que vous le laissiez tomber. C'est écrit autrement, avec des thèmes beaucoup plus scientifiques, pour vous dire que, bon, certainement, ce n'est pas du sucre, mais il faut vous renseigner, il faut vous documenter pour savoir lire les étiquettes. Et il y a le Nutri-Score sur certaines étiquettes, par exemple, des aliments qui quittent à l'extérieur, on peut zoomer un peu plus sur le A, sur le B, sur le C, sur le D, sur le E. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait attention. Je voulais ajouter cette image-là à chose, mais je pense que pendant les questions, je vais rechercher ça et puis vous le montrer. Ça permet ici de pouvoir classifier si l'aliment est beaucoup plus sain par rapport aux autres aliments. Donc, quand vous voyez que c'est le A, vous allez voir que c'est la coloration verte. Quand c'est le B, c'est toujours vert, mais moins foncé. Et au fur et à mesure, on va au rouge. Et quand c'est comme ça, si vous avez vert, ça veut dire que c'est un aliment qui est 100% bio, qui est naturel, il n'y a pas eu beaucoup d'ajouts chimiques. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est trop sucré, c'est trop gras. En tout cas, ils ont ajouté des éléments sucrés et très gras qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Donc, il faut apprendre à lire les étiquettes. Tout ça aussi fait partie de l'alimentation intelligente, l'alimentation saine. Il faut varier. Donc, chaque jour, les mêmes choses parce que c'est bon, on est toujours dedans. Non, c'est pas bon. Il faut équilibrer son assiette, donc savoir faire de bons choix pour repartir son assiette avec des légumes, de la protéine et tout ça. Il faut prendre des aliments qui sont moins gras, qui sont moins salés et moins sucré. Donc, je pense que moins gras, moins salé, moins sucré. Vous avez déjà entendu parler, vous connaissez, mais dans les détails, comme on en a parlé, enfin, comme j'ai présenté ce soir-là, c'est beaucoup plus plausible, j'espère, pour vous. Il faut avoir aussi une alimentation vraie. Donc, qu'est-ce que j'appelle alimentation vraie? C'est aliment brut, naturel. Comme je disais, le plantain, le ceci, voilà. Et la façon de cuire fait toute la différence, fait que voilà, c'est beaucoup plus réfléchi, la façon de cuire. Donc, on ne va pas cuire à l'huile, on va plutôt cuire à l'eau ou peut-être au four ou à la vapeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'huile, ça augmente l'énergie. Donc, il faut prendre des aliments qui sont vrais et éviter donc les aliments ultra transformés. Ultra transformés, c'est tout ce qu'on a au supermarché,
les chips, euh, qu'est-ce que je peux citer d'autre? On a dans les boîtes de conserve tout ce qu'on a de brut qui a été transformé. On a des biscuits, on a les bonbons, on a tout ça. Vraiment, il faut les éviter carrément. Si vous en avez la possibilité, évitez-les. Pour finir, j'aimerais vous dire que l'alimentation varie d'une personne à une autre, de la culture, de l'éducation, de, de la famille, de son état de santé. Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, notre objectif, c'est de vous informer pour que vous sachiez que quand vous allez à l'hôpital et que le médecin vous dit, ah, pour prendre le médicament, il faut manger, il faut éviter de manger ci et ça, cherchez à rencontrer un professionnel de santé, un professionnel en la matière pour vous accompagner dans vos choix, pour vous aider au moins à vous orienter sur ce que vous devez manger par rapport à votre santé. Parce que la santé de tout un chacun est vraiment différente. On peut faire partie de la même famille et ne pas avoir le même état de santé. Donc, la façon de manger peut être différente. Mais le rôle de votre nutritionniste ou de votre diététicienne, c'est de préserver votre assiette, de préserver votre culture, de préserver votre quotidien, vos habitudes alimentaires familiales, tout en gardant en tête que ce qu'on recherche, c'est la santé. Donc, votre santé, c'est notre priorité et c'est vraiment, vraiment nécessaire de faire une consultation au moins une fois, une ou deux fois. Sinon, pourquoi pas à chaque fois que vous avez besoin de faire une consultation nutritionnelle ou diététique, peu importe, on est là. Et ce fut un plaisir pour moi de partager ma petite expérience, ma petite connaissance. Merci vraiment. Vous avez été très attentifs. Les micros coupés, c'était très agréable. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la diététicienne. Je veux voir des cœurs, des émoticônes pour dire merci, merci, merci pour ce très beau partage qui a été largement suivi. Là, nous sommes 96 participants dans la salle, ce qui montre que Wow. thème est d'actualité et il retient plus d'une personne. Et moi, j'ai bu du petit lait. Oui, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu à avoir des informations sur la pyramide alimentaire, ce qu'il fallait consommer à volonté et ce qu'il fallait réduire. J'ai appris également Mhm, en dernière position, sinon de façon résumée, qu'il ne fallait pas sauter les repas. À côté de cela, il faut manger mhm, moins gras, moins salé, moins sucré. Il faut éviter les aliments ultra transformés. Et avec l'histoire de l'huile, je comprends que je dois arrêter de faire cuire le riz avec de l'huile. Il faut consulter un spécialiste, un nutritionniste de préférence au moins, sinon autour de 2 fois l'année. Merci et bravo. Maintenant que nous avons eu toutes ces informations, que nous savons toutes ces choses, est-ce qu'il y a des questions? Avant que les participants ne commencent à poser les questions, moi j'ai une question. Nous savons que oui, l'huile végétale n'est pas. Je suis en train de chercher à arrêter votre partage. Voilà. Nous savons, d'après ce que vous avez dit, que l'huile végétale ne contient pas de cholestérol. Pourquoi donc est-ce qu'il faut limiter effectivement. les sauces comme la sauce arachide, la sauce graine que nous, Ivoiriens, nous adorons? Mhm. Alors, c'est une très bonne question, très, très bonne d'ailleurs, puisque l'huile végétale, naturellement, ne contient pas de cholestérol, on ne devrait pas avoir de soucis. Vous êtes là? On ne devrait pas avoir de soucis à en consommer. Vous m'entendez? Oui, je Oui, vous on vous reçois attend, très docteur. bien. Ok, on ne devrait pas avoir de soucis à en consommer. Mais comme je le disais, en fait, ces huiles-là sont riches en apports caloriques. D'accord? On nous dit, par exemple, 1 gramme d'huile apporte environ 9 kilocalories. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand je prends juste un petit millilitre comme ça d'huile, j'ai 9 kilocalories que j'apporte. Donc, même si cette huile est riche en cholestérol ou pas, l'apport énergétique est vraiment présent.
Maintenant, au niveau des graines, donc des oléagineux, les sauces graines, sauces arachides, les sauces pistaches et tout ça, qui sont des graines naturellement qui apportent aussi d'autres éléments que l'huile, on ne demande pas de ne pas prendre du tout. C'est de limiter la consommation parce que c'est trop gras. Et on tient compte de l'environnement vraiment des adultes aujourd'hui. Aujourd'hui, un adulte, il se lève le matin, il va au travail, à peine s'il a 30 minutes de marche rapide par jour. Est-ce qu'un adulte de nos jours a au moins 30 minutes de temps de marche rapide par jour? C'est pas évident. Voilà, on n'a pas vraiment cette disposition-là pour pouvoir dépenser ces apports énergétiques, ces apports caloriques là suffisamment. C'est ce qui fait que on demande de limiter la consommation de ces aliments-là. Sinon, pas éviter carrément. On pas retirer carrément de ces habitudes, mais limiter. Maintenant, quand on se trouve dans un cas de problème de santé particulier, c'est-à-dire que on a fait un examen de sang, on dit il y a du cholestérol, il y a ceci, votre nutritionniste ou votre diététicien, en fonction de votre fréquence de consommation, peut décider de vous retirer carrément cet aliment, mais c'est sur un temps bien défini. On va vous dire sur un mois, sur 2 mois, le temps que votre organisme se remette en bon état. Et puis là, on peut vous autoriser à en reprendre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Il y a des mains levées. Je vais donner la parole à Dame Kone Naferima pour sa question. Alors, avant de donner, c'est vrai, Dame Koné, vous avez déjà la parole, mais je vois ici dans les messages une question de, je crois que c'est maître Bello, Trifo Bello, oui. Alors, oui, effectivement, elle dit, j'ai un diététicien qui conseille de cuisiner le riz, la banane, plantain, l'igname, etc., avec de l'huile, avec ce que je viens d'entendre, que retenir? Très, 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 très bonne remarque. J'allais revenir sur la conclusion de M. Dongo. Alors, c'est différent. Le diététicien, je pense, en vous conseillant ceci, faisait allusion à un ajout. C'est-à-dire quoi? Dans la préparation ou dans l'eau de préparation, lors de la cuisson, on peut permettre un ajout d'une cuillère ou de 2 cuillères à soupe pour faciliter la digestion de l'amidon. Voilà, lorsque vous mangez, pour aider à la digestion, mais pas d'utiliser l'huile comme moyen de cuisson. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est différent d'ajouter une cuillère d'huile dans l'eau de préparation du riz, qui peut être peut-être 1 kilo de riz ou demi-kilo de riz, et que de prendre le riz là et puis de tremper dans de l'huile pour faire cuire, pour avoir du riz grillé ou de la banane grillée, qui est la loco, ou de l'igname grillé. C'est différent. Ce qui vous a certainement conseillé, je pense, à mon humble avis, ça doit être de faire la cuisson à eau en ajoutant une cuillère à soupe ou 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe d'huile dans l'eau de préparation. Et même après cette cuisson-là, vous allez voir que quand vous allez verser, il y a une certaine partie de l'huile qui va partir. C'est juste quelques éléments qui vont se retrouver dans l'igname ou dans la banane ou dans le plantain. Voilà. C'est juste la précision que je voulais ajouter à sa remarque. Ok, merci beaucoup de me Je donner vous la en prie. parole et merci pour félicitations et merci pour cette belle présentation. Ok, Merci. le slide concernant les crustacés, les moules et autres, là, vous n'avez Mhm. pas parlé de l'escargot de chenot. Donc, Ah, je voudrais savoir un peu si c'est de la bonne si c'est viande aussi. conseillé. Oui. Voilà. Effectivement, ça fait partie des mollusques. Mhm. Donc, ce qu'on sait de des mollusques, escargots, même tout ce que j'ai présenté là, c'est ils peuvent apporter du cholestérol. Mhm. Effectivement, ils sont riches en cholestérol. Et très souvent, c'est ce qu'on dit de ne pas trop en prendre à cause du cholestérol. Mais ce que vous devez savoir, c'est que notre organisme fabrique pratiquement 70% du cholestérol de notre corps. On fabrique le cholestérol plus qu'on en apporte. Sinon, le cholestérol, il est présent dans le poulet,
Il est présent dans la viande de bœuf, de mouton. Il est présent partout, dans tout ce qui est euh, animal, du gras animal, qui peut apporter du gras animal, mais pas végétal. Mhm. Donc, les mollusques comme l'escargot que nous avons ici, on peut consommer. On peut consommer, c'est riche en protéines, mais tout est une question d'excès. Si Mhm. vous en consommez trop naturellement, si vous présentez un taux de cholestérol élevé à un examen de santé, à un bilan, quand on fait le petit récapitulatif, on vous pose des questions sur vos habitudes alimentaires. Si on voit que l'escargot vient beaucoup plus, on va vous dire stopper. S'il vous plaît, arrêtez un peu parce que vous en avez trop pris et c'est ce qui pourrait apporter un tout petit peu plus de cholestérol par rapport à ce que votre organisme fabrique pour équilibrer votre organisme. Donc, c'est autorisé aussi, c'est une très bonne source de protéines. Ok, merci beaucoup. Mais en Je vous parlant en de cholestérol, je sais aussi qu'en matière d'alimentation, on parle de bon cholestérol et de mauvais cholestérol. Ce mauvais prie. cholestérol-là, on le prend où? Au niveau de la viande, des mets animaux Mhm. ou bien des mets à base de végétaux. OK. Alors, le mauvais cholestérol, le bon cholestérol, c'est le corps qui fabrique. En Ah, fonction de d'accord. votre disposition, en fonction de votre métabolisme. Donc, le métabolisme, c'est tout ce qui va permettre d'utiliser la graisse pour transformer en sucre, d'utiliser le sucre pour transformer en graisse, parce que quelqu'un même peut-être qui n'a jamais mangé d'huile peut faire du Mhm, cholestérol, hein, parce qu'il mhm. prend du sucre en trop grande quantité. C'est ça. Parce que c'est ce sucre-là, quand ça rentre dans l'organisme, par le métabolisme, s'il y en a trop et qu'il Mhm, ne fait pas de dépenses énergétiques, il va transformer ce sucre-là en graisse. Et mhm, cette graisse, c'est le foie qui se permet de véhiculer le bon cholestérol, le mauvais cholestérol au niveau de l'organisme. mhm, D'accord? Donc, comme je disais, plus de 60% de notre cholestérol, en mhm. général, provient de la production, du métabolisme, en fait. Au C'est niveau de pourquoi il notre faut veiller à ce organisme. qu'il n'y ait pas trop de sucre, trop d'huile, trop d'apport d'huile de façon générale. Il faut veiller à faire de l'activité physique pour que ce cholestérol ou bien la matière grasse qui est censée être produite dans l'organisme soit plutôt du bon cholestérol au lieu du mauvais. Quand on mange le poisson ou la viande, on ne mange pas directement du mauvais cholestérol. On mange que du cholestérol. Ça apporte que du cholestérol, que de Mhm, la graisse. Et c'est le corps qui se charge d'en produire plus de ceci et moins de cela. mhm. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, l'huile de palme, toutes nos huiles de palme, les huiles végétales que nous avons en boutique et tout ça que nous utilisons pour faire nos fritures à la maison ne sont pas censées, enfin, ne contiennent pas de cholestérol, ne D'accord. sont pas censés en contenir parce que c'est végétal. Mais si on vous dit du beurre, le Mhm, beurre, par exemple, il peut contenir du cholestérol à la base parce que le beurre, c'est une dérivée c'est un dérivé plutôt du lait. du lait. Voilà. Le lait, on sait que c'est le lait de vache. Donc, la vache, qui est une matière animale, on peut avoir jusqu'en fin de production, jusqu'à obtenir le beurre là, Mhm. de gras et ce gras-là, il contient du cholestérol. Mais ce n'est pas spécifié bon ou mauvais. C'est l'organisme qui va fabriquer ce qui est bon ou mauvais. Ok. D'accord, merci Merci beaucoup. Nous beaucoup. allons passer à une autre question. Nous allons donner la parole à Boka. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Allez-y, ouvrez votre micro et posez votre préoccupation. Bonjour, messieurs, dames. Merci, madame la conférencière, de cet exposé. On ne peut plus clair. Je Et vous en prie. ma question, c'est mon intervention d'abord. C'est une remarque qui finit par une question. Mhm, On nous a toujours dit donc de faire attention à ne pas trop consommer de gras. Et mhm, puis après, on nous dit que lorsque nous ne mesurons pas bien notre ration et que nous mhm, avons du surplus, mhm, et si nous n'arrivons pas à brûler ce surplus en mhm, faisant de l'exercice, alors mhm. le corps se voit obligé de le transposer, de le garder, C'est ça, n'est-ce pas? c'est ça. Mais
tout comme un magasinier garde son cacao, son café dans des sacs, C'est ça, le corps humain, lui, il transforme tout ce qui est de trop en gras. c'est Et ça. que ce soit, que au départ, ce soit du gras ou du sucre ou de la Mhm, protéine, quel que soit, mhm, le corps mhm, humain est obligé, enfin, le corps est obligé de transformer ça en gras et puis et de conserver ça quelque part. Ce mhm, qui nuance un peu nos préoccupations lorsque nous établissons notre menu. On a même mhm. des gens qui sont allés jusqu'à complètement éliminer le gras dans leur Le bras. alimentation. C'est ça, oui, Ça et sert c'est à quoi? vrai. Puisque au Mhm, dernier moment, si on a trop mangé, le corps va transformer le sucre que nous avons mangé en gras. mhm, Et voilà, c'est la petite remarque que je voulais faire en tant mhm, qu'agronome mhm, et pas nutritionniste, mais mhm, aussi spécialisé dans mhm. ces Oui, trucs d'alimentation. Là, c'est ma d'alimentation. question. Mhm, J'avoue que je ne... Est-ce que ce gras qui est mhm. formé a une forme spéciale? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est sous forme de cholestérol? Est-ce que c'est sous forme d'un autre type de gras, Mhm, des réserves que le mhm, corps humain mhm, fabrique. Voilà. Merci beaucoup. mhm. OK. Alors, c'est une très bonne remarque et c'est vrai parce que les gens ont tendance à retirer carrément et totalement le gras de l'alimentation alors que, comme je disais, on en a besoin. C'est nécessaire. Il faut un peu de tout, mais sauf que c'est la fréquence, la quantité, tout ça qui pose problème. Si la personne a un problème de santé particulier, on peut dire oui, arrêtez ça pendant un moment et puis après, on essaie de stabiliser son alimentation. Mais arrêter totalement à vie, ce n'est pas du tout conseillé. Maintenant, quel type de gras enfin, quelle forme de gras on a en réserve? Qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du gras, c'est vrai que c'est dit comme ça, mais dans le bilan sanguin, on a ce qu'on appelle le cholestérol total, on a le bon cholestérol, on a le mauvais cholestérol, on a les triglycérides et tout ça. Ce sont des marqueurs bien spécifiques. Quand on a des triglycérides qui sont trop élevés, quand vous allez peut-être faire un examen, prenez le temps de lire un peu, vous allez voir triglycérides, tout ça c'est le bilan lipidique. Quand c'est les triglycérides, ça va montrer que c'est au niveau du foie. Il faut faire attention, le foie est en train de souffrir, soit il est trop engraissé, soit c'est lui, parce que c'est le foie qui véhicule toute cette graisse-là au niveau des artères et tout ça, qui permet de faire circuler la graisse un peu partout. Et le cholestérol est nécessaire au niveau aussi de nos artères, de nos veines et tout, parce que quand il y a une blessure, c'est ce cholestérol-là, cette graisse-là qui va cicatriser. Maintenant, il y a le gras aussi qu'on retrouve au niveau des cuisses, des fesses. C'est ça qui est la réserve de gras généralement. C'est ce qui nous donne gros ventre, ce qui nous donne de gros bras, ce qui nous fait grossir. Mais ce gras-là, c'est au niveau de la peau, enfin. Ça vient vers les muscles, la peau, parce que avant de trouver la peau comme ça, il y a plusieurs couches, plusieurs couches avant de trouver les muscles, avant de trouver, et il y a la graisse aussi qui est là. Donc, c'est cette graisse-là qui sera poussée au fur et à mesure. C'est pas défini pour dire que la graisse qui est là, c'est du cholestérol ou bien c'est ceci. Non, c'est une graisse de façon générale. C'est la graisse des glycérides, pour le dire tout simplement comme ça. Et c'est pas du mauvais, c'est pas le bon. Ce qui est défini, c'est quand on fait les examens de sang, ce qui est dans le sang, qu'on arrive à savoir si c'est du bon cholestérol ou bien si c'est du mauvais cholestérol qui est au niveau du sang. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous limitez la graisse de façon générale dans votre alimentation, vous ne mettez pas beaucoup d'huile et tout ça, vous ne mangez pas gras. Si vous ne contrôlez pas aussi le sucre, vous allez faire de la graisse. Parce que, comme madame l'a dit tout à l'heure, la graisse se transforme en sucre, le sucre se transforme en graisse. Quand vous avez besoin d'énergie et que vous n'en avez pas apporté, votre corps va chercher dans les réserves.
comme elle a dit dans les magasins. Donc, ces magasins-là, c'est la graisse c'est la graisse que le corps prend d'abord. Et puis, le corps va travailler, l'organisme va travailler ça pour transformer en énergie, en sucre, pour nourrir le cerveau, pour nourrir les autres organes, pour que vous puissiez fonctionner. C'est pour ça qu'une personne qui fait un jeûne de 3 jours, de 4 jours, arrive à survivre. Parce qu'il y a forcément des réserves. Les réserves, nous en avons forcément. Et c'est ça que l'organisme va prendre pour travailler. Et c'est le foie qui est chargé de métaboliser tout ça pour fournir en fait les différents organes. Donc, le plus important, ce n'est pas de retirer totalement ceci ou cela, mais c'est de faire attention et d'avoir des quantités bien précises. Et naturellement, tout adulte, à un certain âge, on a des petits bobos et tout ça. Donc, on tient compte de ces bobos-là pour vous donner les indications précises par rapport à la consommation de sucre ou de graisse qu'il faut. Merci beaucoup. Nous allons passer à une autre question, la question du docteur Oura, s'il vous plaît. Ok, merci à la conférencière, merci pour cette belle présentation et pour tous Merci, ces docteur. conseils. Parce que moi, je suis, depuis l'enfance, mon affaire d'alcool, là, franchement, j'ai compris qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Ah, Mais ça bon, s'explique, hein? oui, On a depuis tous des l'enfance. éducations alimentaires différentes. C'est ça. Mais Mhm, ma préoccupation aujourd'hui, c'est ce qui est vendu sur le marché. Mon mhm, inquiétude, quand je vois tous ces produits chimiques, aujourd'hui, tu prends mhm, la tomate, tu prends franchement, légumes comme fruits. C'est mhm, tellement difficile, la mhm, conservation sur le marché, tellement nos mhm, mamans, nos sœurs sont pressées de faire mhm. mûrir elles-mêmes ces produits pour la vente. Et Effectivement. si bien que moi, j'ai très peur même de manger tout ce qui est cru. Je les préfère préparer, mais bon, on n'y Mhm, peut rien avec les fruits, mais les légumes, les manger mhm. crus comme ça, je ne suis pas à l'aise. Je ne sais C'est pas ça. comment on peut résoudre ce problème-là. Résoudre ce Et comment problème. même laver les fruits, même les légumes quand on Effectivement. achète sur le marché. Moi, me fait savoir qu'il faut un mélange de bicarbonate alimentaire plus comment on appelle ça même? L'autre produit là. Oh, Ah, j'oublie un peu. du vinaigre. Oui, du vinaigre blanc, voilà, qu'il faut Mhm, mélanger. Mais bon, je mhm. ne sais pas ce que ça enlève vraiment tous ces produits chimiques, principalement C'est ces ça. pesticides aussi qui sont de plus en plus Plus utilisés. de Qu'est-ce qu'on fait sérieusement. aujourd'hui? Et c'est Exactement. vraiment mon inquiétude. Merci beaucoup. C'est ça. Alors, je ne sais pas si la fonction des agronomes, là, c'est ça, hein, c'est le contrôle qualité des aliments aussi, je ne sais pas. La dame agronome qui a échangé avec nous tout à l'heure, on verra si elle pourra revenir dessus. Mais vraiment, c'est un gros problème parce que tout le monde en parle. On se demande, est-ce que le fait de manger cru, je ne suis pas en train de m'empoisonner? Parce que je recherche des vitamines, des minéraux. Mais est-ce qu'en mangeant cru, là, je ne m'empoisonne pas? Vous faites très bien de manger beaucoup plus de cuit que de cru. Et c'est vraiment, c'est normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas, le risque zéro, ça n'existe pas. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le risque zéro, ça n'existe pas. Mais en même temps, on est vraiment dans une zone assez rouge parce que, comme vous avez dit, les dames, elles utilisent beaucoup de pesticides, de produits chimiques pour faire mûrir les légumes et tout ça. Est-ce que d'abord, ça ne dénature pas la qualité nutritionnelle même de ces aliments-là? Ce sont des questions qu'on se pose. Donc, la solution que moi je donne généralement lors des conférences et des communications, c'est qu'on ne peut pas contrôler toute cette échelle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est déjà quand vous touchez les aliments, est-ce que vous les sentez mûrs naturellement? Ou bien, moi, je préfère, par exemple, pour les cas des tomates, je préfère les prendre moins mûres, c'est-à-dire, elles sont vertes pratiquement ou jaunes là. Et puis les garder à la maison, je sais qu'elles vont mûrir toutes seules. Quand c'est à ce stade-là, ça veut dire que c'est naturel. Mais quand ça vient déjà tout rouge comme ça, très souvent, il y a des produits. On ne peut pas vraiment dire qu'on est protégé. Donc, pour ce qui concerne le nettoyage, ce que vous faites, le bicarbonate alimentaire, c'est conseillé. Euh, avec du vinaigre, c'est conseillé, on peut le faire. Au départ, on utilisait le javel, mais c'est parce que les gens ont commencé, les gens ne savent pas, ne connaissent pas le dosage
qui devient le dosage adéquat. Parce que quand ce n'est pas bien dosé avec le javel, ça devient toxique. Donc, avec le bicarbonate alimentaire, vous lavez bien, bien, bien vos légumes, tous vos légumes, même ceux même qui ont une peau ou une coque, vous pouvez les désinfecter avec et ça vous permet de limiter au moins les dégâts. Parce qu'en même temps que les légumes là ne sont pas, euh, ne sont pas forcément sains du fait qu'il y a des pesticides et tout ça, en bien nettoyant, vous limitez, vous réduisez les déchets, mais en consommant aussi ces aliments qui sont riches en antioxydants et en éléments qui vont renforcer votre système immunitaire, ça vous permet en même temps de combattre aussi toutes les choses que vous avez apportées à partir de cet aliment-là. Donc, c'est un effet vice-versa, en fait. Donc, c'est pour quelqu'un qui ne consomme pas du tout, du tout, du tout de légumes ou de fruits qui peut avoir un problème. Et on a des compléments alimentaires qui peuvent nous apporter des différents éléments bruts, directs, avec les vitamines uniquement. Quand on fait cuire des légumes, on perd souvent les vitamines parce que on a la culture africaine, c'est qu'on fait cuire à forte température et tout ça. Donc, on perd des vitamines. Maintenant, quand on fait cuire à la vapeur, on peut conserver certaines vitamines, mais les minéraux demeurent. Déjà, en science et tout ça, quand on veut déterminer un minéral dans un aliment, on le brûle. Et puis, à partir de ça, on arrive à voir si cet aliment est riche en minéraux ou pas. Donc, ça veut dire que même si ça bouillit jusqu'à, pour expliquer terre à terre, aucun minéral ne va partir. Par contre, les vitamines ne seront plus là, mais les minéraux sont encore présents. Donc, les vitamines, là, on peut les apporter de temps en temps en supplémentation avec les compléments ou apporter de temps en temps avec des fruits ou quelques légumes crus dont on est sûr que les produits ne sont pas rentrés directement en contact. Voilà. Il y a l'avocat qui est très bon. Bon, très souvent, ça ne rentre pas directement en contact. Merci, Merci. merci pour tout. Merci. Nous passons à Dame Hachi, après Kansa, et puis on termine avec la préoccupation de HP. On y va avec Dame Hachi. Oui, merci. Merci. DTM Dongo, merci beaucoup. Merci à la conférencière pour Je vous en prie. le savoir qu'elle vient de partager avec nous. Je voudrais lui dire vraiment que je suis en phase avec les prescriptions qu'elle nous a faites tout de suite, si je peux m'exprimer ainsi. C'est que Mhm. déjà, au petit déjeuner, je ne suis pas trop café ou autre, mais je prends plutôt les crudités le matin. Très Bon, bien. je voudrais savoir si c'est bon. Un petit déjeuner totalement crudité et fruits. D'accord. Maintenant, le problème, c'est au déjeuner et puis au dîner. D'accord. Déjeuner, très souvent, je saute. Je saute pas parce que j'ai pas faim, en fait. D'accord. Très souvent, j'ai pas faim. Mais le soir, je Ok. mange tard. Le soir, je mange tard. Ok. Le soir, je mange tard. Et Mais qu'est-ce je que n'essaie vous pas de mangez? rattraper. Le soir, le soir, C'est très ça. souvent, le soir, très souvent, une soupe avec du riz ou bien quelque chose comme ça. Mais je Voilà. finis toujours par prendre le thé. Mais j'ai de la verveine à la maison que je prends régulièrement. Est-ce que c'est conseillé aussi? Mais sans sucre. Alors, ça revient un peu à ce que j'ai conseillé en dernière position. Si vous sautez le repas de midi, le soir, ce que vous avez l'habitude de manger, c'est que vous ne dites pas, je prends une soupe simplement ou bien je prends une salade. Vous ajoutez toujours une portion de riz, d'attiéké, de tout ça. C'est ça qu'il ne faut pas Oui. garder comme habitude. De temps en temps, il faut pouvoir retirer ces accompagnements-là. Parce que le soir, déjà, vous dites que vous mangez tard. On peut tolérer, l'organisme peut tolérer le fait de manger tard à une certaine heure. Mais c'est la qualité de votre assiette qui va faire toute la différence. Si vous mangez tard et que vous mangez très sucré ou des aliments qui sont trop lourds, quand je dis lourd, j'entends par là des aliments qui sont énergétiquement lourds parce que quelqu'un peut prendre café avec lait, c'est léger.
pour lui dans son ventre. Mais en réalité, c'est pas léger parce que c'est lourd. Nous, on parle en termes d'énergie. L'énergie, c'est que le lait va apporter de l'énergie, le pain va apporter de l'énergie, donc c'est lourd. Donc, tout est une question de l'assiette. Il faut que votre assiette soit légère. Même si c'est très tard, du fait des conditions, c'est tolérable. Mais si vous mangez du riz, ça prend du temps pour être digéré. Et ça peut avoir un impact à la longue sur votre santé. Donc, de temps Ok. en D'accord. temps, permettez-vous quand même des soupes sans accompagnement. Merci Mhm. beaucoup. Monsieur Merci Dongo, beaucoup. pardonnez, Nous Monsieur Dongo, avons, excusez. nous Monsieur avons, Dongo. normalement, nous sommes mordu par le temps. On devait finir à 20h30. Ah, Nous sommes d'accord. à Ok. 20h38. Il reste deux personnes encore normalement que j'avais annoncées, Kansa et HP. Et permettez qu'on puisse aller un peu rapidement pour ne pas que ça Mhm, devienne trop individuel. mhm, D'abord, si elle est là, elle va partager après son contact. Pour ceux mhm. qui veulent des consultations, pour entrer en contact avec elle pour pouvoir Effectivement. elle va prendre le temps de savoir qui vous êtes, quelles sont vos activités, ce que vous mangez. Ce sont toutes ces habitudes-là qu'elle prend en considération avant de vous recommander. Pour ne pas qu'elle vous fasse des recommandations là à chaud et puis bon, que ça ne colle pas exactement avec votre Mhm. réalité parce que hein, nous sommes en fait pris par le temps. Effectivement. Et du fait de la santé, merci Monsieur Dongo, du fait de la santé, c'est vraiment un détail qui est très important, c'est que tout est individuel. Voilà, donc on doit tenir compte de tout un certain nombre de facteurs avant de vous donner certains conseils pour ne pas être trop à la va-vite, quoi. DT, je voulais appeler votre attention. Il y a beaucoup de questions dans le chat également. D'accord. On donne la parole à Dame Kansa pour sa question. Je regarde rapidement dans le chat. Merci, Jetem, pour la parole et merci aussi à notre conférencière pour cette formation vraiment riche. Ma préoccupation est la suivante. À défaut des jus de fruits, est-ce qu'on peut prendre les jus naturels? Quand je dis naturels, c'est les jus de bissap, de gingembre ou même de tamarin. Est-ce que c'est possible de les remplacer par les jus naturels ou soit, sinon, à quelle fréquence les consommer? Merci. Ok. Alors, à défaut de jus des jus de fruits et tout ça, vous pouvez prendre les jus naturels. Mais le problème, c'est que nos façons de faire nos jus en Côte d'Ivoire ici, et puis bon, un peu dans la sous-région, on connaît, il y a trop d'ajouts de sucre. C'est pourquoi j'ai parlé de tisane. Donc, quand ces jus-là ne sont pas faits de façon commerciale que nous connaissons, on les appelle des tisanes. Donc, le bissap, vous pouvez faire mais vous évitez d'en rajouter du sucre. Le gingembre, vous pouvez faire, vous évitez d'ajouter du sucre. Le tamarin, vous évitez, ou bien vous ajoutez de faibles quantités de sucre si c'est vraiment nécessaire pour vous. Voilà, tout simplement. C'est très conseillé. La fréquence de consommation va dépendre du sucre que vous ajoutez. Si vous en ajoutez trop, on va vous déconseiller de le faire tous les jours. Si vous n'en ajoutez pas du tout, on peut vous autoriser à les prendre presque tous les jours après les repas. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question de Madame Soro. Je crois qu'elle n'est pas là. D'accord. Vu qu'elle n'est pas là, nous allons terminer Lever avec... la main, mais malheureusement, c'est vous m'entendez pas? Allô? je vous reçois, qui parle? Ok. Excusez-moi, Madame Soro. OK, Merci allez-y. beaucoup pour merci beaucoup pour la brillante présentation. J'ai une seule question à poser. En Oui. début, docteur, docteur a demandé de boire de l'eau en fonction du poids. Moi, Mhm, généralement, par jour, je bois beaucoup d'eau parce que d'abord, je suis diabétique. mhm, Récemment, j'ai eu un problème de foie, donc on me demande de boire beaucoup d'eau. Mais bien avant ça, je buvais assez d'eau. Maintenant, mhm. une fois, je me demandais, est-ce que boire beaucoup d'eau ne sera pas, comment on appelle, du moins, ne sera pas nuisible pour ma santé? Je peux boire au moins par jour 3 litres d'eau. Est-ce que ce n'est Mhm. pas en excès? Ça va Voici un peu dépendre ma de votre poids. question. C'est ce que j'ai dit dans la présentation. La quantité d'eau que vous devez prendre dépend du poids que vous avez.
Si vous faites 300 kilos, moi, je peux vous dire, prenez 6 litres d'eau parce que vous en avez besoin. Voilà, si vous faites 100 kilos, vous avez besoin minimum de 2 litres 5. Sinon, on peut aller jusqu'à 3 litres 2 par jour. Mais c'est si on vous donne, si vous prenez de l'eau, pas en fonction de votre poids, que vous allez vous déminéraliser. Pour quelqu'un qui fait peut-être 50 kilos et qui prend 3 litres d'eau, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça dépend de votre poids. Et c'est un calcul qui se fait. Et le calcul se fait aussi, c'est vrai que le calcul se fait, mais on tient compte aussi de votre état de santé. Si vous avez un problème rénal, vous avez un problème de foie et tout ça, ça permet de rétrécir encore le conseil qui est large là. Pour vous, ça devient de plus en plus spécifique. OK. Donc, tout dépend de votre D'accord. poids. D'accord. OK. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci, merci, merci. Je crois que tout le monde a posé sa question. C'est bon, nous allons pouvoir avancer. Nous avons travaillé aujourd'hui pour cette masterclass spéciale avec une ONG qu'on appelle la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Le président est dans la salle. C'est un sociologue. Je vais donner la parole au président de la LICH, entendez par la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et le diabète, pour nous donner son impression. Il va présenter rapidement l'ONG et puis donner ses impressions sur cette formation-là. C'est lui qui a dépêché Dame Adjassi Hortense, notre nutritionniste diététicienne, pour pouvoir nous entretenir. Président Franck Dimé, vous avez la parole. D'accord, je vois que le président n'est pas à côté. Je vais donc redonner la parole à notre diététicienne pour pouvoir donner son mot de fin. Alors, comme mot de fin, je dirais d'abord merci. Merci parce que là, j'ai eu affaire à un public très attentif. Vous êtes revenu sur certains détails et ça montre que vous avez prêté vraiment, vraiment attention. Ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que peut-être certainement on n'a pas pu répondre à toutes les questions naturellement à cause du temps qui nous est donné. J'ai laissé mon contact et vous pouvez aussi avoir mon contact avec notre hôte, Monsieur Dongo. Euh, c'est très important de faire une consultation nutritionnelle. On a la possibilité de le faire en ligne, physique. Et si vous avez un parent, que ce soit, peu importe le problème de santé, je disais même à quelqu'un que quand on a mal à la tête, on peut chercher même à voir quelqu'un qui s'y connaît en alimentation. Parce que très souvent, c'est constipation qui peut créer mal de tête. Donc, on peut toujours régler le problème d'une manière ou d'une autre. Vraiment, merci beaucoup pour cette attention et j'espère qu'on aura encore des moments comme ça de partage sur des thèmes bien précis, sur des maladies bien précises pour que tout le monde ait la bonne information, pour qu'on soit tous en parfaite santé. Et n'oubliez pas, votre santé dépend de votre assiette. Merci beaucoup. Votre santé dépend de votre assiette. Merci beaucoup, Dame Adjassi Hortense. Nous avons bu du petit lait à prendre ce moment d'échange avec vous. Nous avons vraiment aimé tout ce que vous avez eu à partager. Cela nous a édifiés, cela nous aide à pouvoir aller de l'avant en termes de nutrition. Je vais mettre fin à l'enregistrement de cette réunion maintenant.